Personne n'a réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voici Mélanie Diams, l'une des rappeuses les plus populaires de la scène française dans les années 2000. Après avoir atteint le sommet de la célébrité, elle se retire progressivement du monde de la musique, se convertit à l'islam et mène aujourd'hui une vie discrète, loin des projecteurs. Elle est là aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Regardez jusqu'à la fin Lake et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant, on vous appelle Mélanie, votre vrai prénom. Diams est morte? Non, enfin... Ouais, Diams n'est plus parce que, voilà, moi je suis que Mélanie. Mais pour moi, Diams a vraiment été une étape dans ma vie. C'est quelque chose qui est là, qui a existé en plus aux yeux de millions de personnes. Pour moi, en fait, je suis pas devenue Mélanie, je suis redevenue peut-être, ouais, Mélanie. Dans le film, on vous voit dans un zénith de Paris vide. Ouais. Je réalise tristement que ce que je pensais être peut-être le sens de ma vie, c'est-à-dire que d'écrire des textes, de remplir des salles, d'être aimée, parce que c'était quand même hyper beau l'amour que je recevais, je me suis rendu compte que malheureusement ça remplissait pas mon cœur, ça réglait pas mes soucis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là par contre on se sent hyper mal parce que on touche un rêve du doigt, le rêve de beaucoup de gens, et pourtant on vient comme dire aux gens que ce rêve, bah en fait il était qu'illusoire, quoi, parce qu'il n'a pas réglé tous mes problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué à vivre et à expliquer aux gens. En fait, cette question existentielle, vous le dites, vous tourmentait depuis l'enfance. Vous faites même une première tentative de suicide à 14 ans. Ouais. Pourquoi en arriver là si jeune? Parce que je pense que je me posais des questions déjà très jeune. Je me questionnais sur le pourquoi des, je sais pas moi, les injustices, la méchanceté des uns, l'ingratitude des autres, la trahison de ça, puis l'absence peut-être effectivement de mon père, ma mère qui travaillait beaucoup. Enfin bref, je réfléchissais à tout ça tout le temps. Vous avez longtemps dit que votre père était à l'origine de votre mal-être. Il était parti du foyer, vous n'aviez que 4 ans. Ouais. Vous n'aviez plus de nouvelles? Non, notre relation, elle s'était, avec le temps, elle s'était abîmée. Mais avec du recul, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je souffre beaucoup de l'absence de mon père, mais je pense que ça devient aussi un peu mon excuse et mon fourre-tout. C'est-à-dire que je mets tout sur son dos, et très honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que le problème était plus profond que ça, même si je souffrais énormément de son absence, mais c'était pas le seul problème de ma vie. À l'époque, donc, vous trouvez dans l'écriture, dans le rap, un exutoire, vous y criez vos souffrances, et vous avez l'impression, au début, que ça donne un sens à votre vie? Oui, en fait, quand j'ai 14 ans et que je me réveille de ma tentative de suicide, j'ai écrit un texte que je vais sortir des années plus tard. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que ça me fait du bien d'écrire. C'est comme un petit refuge, quoi. Un petit refuge pour moi. Je prends un papier, un stylo et ça me fait du bien. Et pour vous, ce nom Diams, qu'est-ce qu'il évoque? À quelle femme est-ce qu'il renvoie? À une femme qui si elle n'avait pas trouvé la paix, serait morte. Ça, c'est sûr. Moi, normalement, je suis morte. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que quand je raconte vraiment que j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'était sérieux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce que je dis souvent, c'est que, vous voyez le désert, l'image du désert, quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va, parce que c'est le désert. Il pense qu'au loin, il y a des choses, et en fait, c'est des mirages. Et il meurt de soif, et il est dans ce désert, et il est seul, il est tout seul, il sait pas où aller, mais il marche quand même. Mais ça, c'était moi dans la vie. C'est-à-dire que je marchais parce que ma mère, elle voulait que je marche. Ma mère, elle voulait pas que je meure. Mes amis voulaient pas que je meure. Mais je marchais pour aller où? Pour faire quoi? À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort, elle est préférable à ce que je suis en train de vivre. Chanteuse de rap en France, sur scène, vous êtes flamboyante, vous avez l'air tellement heureuse. Ouais, et je l'étais, sincèrement. C'est-à-dire que 2 heures de concert sur une journée, c'était 2 heures, effectivement, où j'oubliais mes problèmes, j'étais concentrée sur le fait de partager quelque chose avec les gens, mais il y a 22 heures à vivre à côté, par jour. Et ce sont ces 22 heures-là qui sont insupportables. Parce que justement, à ce moment-là... En fait, c'est marrant parce que je crois, mine de rien, aujourd'hui, pour moi, je vois la gloire un peu comme l'ivresse. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'hyper fort, en fait, d'hyper...
qui me remplissait d'un coup. Et puis comme l'ivresse, d'un coup, c'est très dur de redescendre. Et ça devient un peu un cercle vicieux parce qu'on en veut toujours plus. Et en fait, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais. Je crois que j'aurais voulu que ça dure 5 heures ou 6 heures, ce moment-là, puisque c'était comme un moment suspendu dans ma vie. Mais il y a 22 heures à côté où je souffre et personne ne le voit. À l'époque, alors que vous êtes au sommet de la gloire, vous êtes interné en clinique psychiatrique. Dans le film, votre mère pleure à la seule évocation de votre association dédiée aux orphelins en Afrique. Moi, regarde, je peux donner un doigt pour tout le monde, regarde. Toi, tu prends un doigt, tu prends un doigt, prends celui-là. Toi, tu prends celui-là. Toi, tu prends celui-là. Voilà. Un autre prend un autre. Voilà. Là, t'as pris 2. Un d'autre, encore un. Il reste un doigt. Qui veut prendre celui-là? Tu prends? Ah, ça y est, c'est pris derrière? Non. Tiens. Là, vous avez l'impression que votre vie a cet internement. Ils m'ont éteint. Quand je dis ils m'ont éteint, c'est qu'ils m'ont donné plein de cachets. Plein de cachets. Du matin au soir, je prenais des cachets. Et là, je suis tombée, pour moi, dans ce que j'appelle l'enfer des médicaments. C'est une spirale qui est infernale. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que ça a été une période très difficile, très... Vous faites une tentative de suicide alors que vous êtes... Je renie pas mon passé. Ça, c'est sûr. Je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est, je pense aussi, parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connue, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire, que je pense que les gens qui m'ont vraiment aimée, ils ont décelé des souffrances, déjà à l'époque. Et il y en a plein qui disent, on s'est toujours demandé comment ça se terminerait. Est-ce que tu allais trouver des réponses à tes questions ou est-ce que tu allais te foutre en l'air, en fait? Ça a toujours été ça. Moi, j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. D'être une survivante? Ah ouais, complètement. Ah ouais, une miraculée. Ah ouais, complètement. Complètement. Je veux dire, ça c'est sûr et certain. Adoré, adulé, qu'est-ce qui est si dur à vivre? Bah, moi, à ce moment-là, je suis comme quelqu'un qui est dans une tempête et qui avance. C'est-à-dire que j'essaye de me battre contre un vent très très fort qui cherche à m'amener vers la mort. Et moi, ma mère, elle me voit lutter, mais elle peut rien faire. Elle peut rien faire puisque tout est intérieur. C'est une grande dépression qui vous isole. C'est une immense dépression qui devient un immense désespoir. Parce que c'est ça, en fait, on perd l'espoir en tout. Ce labyrinthe et ce vide intérieur, j'oublierai jamais de ma vie. Et puis, un jour, vous le racontez, vous êtes avec votre amie, la chanteuse Vita, et sa copine Soussou. Vous dites que vous avez une révélation. Pour la première fois de ma vie, effectivement, je prie. Donc je suis Soussou, qui est en prière, et je me prosterne. Et j'ai le front posé au sol. Et à ce moment-là, je suis convaincue que je suis à l'endroit où je dois être pour pouvoir parler à mon Seigneur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et surtout, je me suis sentie écoutée. Et j'ai senti que j'avais besoin de réitérer ça. Vous étiez croyante déjà? Oui, j'étais croyante. Moi, j'ai été communiée, confirmée, baptisée. J'ai été élevée par une maman, on va dire, catholique. Même si elle ne parlait pas beaucoup de religion, mais mes grands-parents, oui, m'ont élevée. Et ma grand-mère était une érudite chrétienne. Ils m'ont beaucoup, en fait, pareil, éveillée à la spiritualité, à la foi. Et alors, pourquoi l'islam? À ce moment-là de ma vie, moi, je suis dans cet éveil. Je suis dans cette, on va dire, peut-être cette recherche spirituelle. Et c'est vrai que comme j'avais plus ou moins étudié le christianisme quand j'étais plus jeune, etc., et qu'à ce moment-là de ma vie, c'est vrai que je me mets à prier avec une amie qui est musulmane, donc je me dis, tiens, je me renseignerai bien. Et c'est vraiment parti de ça. À ce moment-là, je pense pas islam, christianisme, je pense juste à parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Et ça me fait du bien. 10 jours après cette première prière, vous partez en voyage à l'île Maurice, avec dans vos bagages le Coran notamment, et vous découvrez quoi? Et je pense que le plus grand des bouleversements à ce moment-là, il a vraiment été lié à l'éveil, à la méditation. En fait, c'était vraiment genre regarder la création, regarder ce qu'il y a autour de moi,
commençais à m'éveiller en fait à d'autres choses, moi qui étais vraiment dans mon petit monde de jeunes, les téléphones, les ordis, je sais pas comment expliquer, les voitures ou que sais-je. Tout d'un coup, en fait, j'ai pris le temps de regarder le ciel, de regarder la lune, de regarder le soleil. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement dans ma vie, de commencer à regarder ce qu'il y avait autour de moi et de me dire finalement je fais partie d'un tout. Et en quoi c'est lié à la lecture justement des livres? Parce que justement, je lisais dans le Saint-Coran que de méditer, c'était vraiment important en fait. Je veux dire, c'était ne voit-il pas les oiseaux, qui volent dans le ciel, ne voit-il pas les nuages, ne voit-il pas la pluie, ne voit-il pas... Et c'est vrai que j'étais là. C'est vrai, est-ce que j'ai déjà même réfléchi à tout ça? Et après, effectivement, de faire le lien entre la création que j'étais en train d'observer et le créateur de tout cela. Et en quoi cela donne soudainement un sens à votre vie? Parce que comme je l'explique, être un croyant, tout d'un coup, c'est prendre conscience de la valeur de cette vie. C'est-à-dire que je suis sur cette terre, je suis pas sur cette terre pour rien. J'ai plein de belles choses à accomplir. J'ai plein de belles choses à faire. Faire le bien déjà. C'est pour moi... ne faire que le bien, c'est peut-être le plus grand challenge de ma vie. Et vous racontez que vous vous convertissez à l'islam, seul sur une plage, et que vous rédigez les engagements de votre nouvelle vie. Ouais. Lesquels? Il fallait que j'appelle ma mère, que je lui explique que ça allait mieux. Parce que faut pas oublier que pour ma mère, je pars à l'île Maurice, je suis encore vraiment au bord d'un précipice, quoi. Elle sait pas, chaque jour que Dieu fait, elle sait pas si on va lui annoncer que sa fille, elle est passée à l'acte encore une fois ou pas. Donc faut se mettre à la place de ma mère. Et moi, je vis comment dire, je sais pas comment expliquer, cette chose incroyable qui m'arrive. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup, effectivement, la spiritualité commence à prendre une grande place dans ma vie et donne un sens à ma vie. Et c'est vrai que il va falloir que je l'explique à ma mère. Il fallait que j'appelle mes amis, il fallait que j'appelle mes proches, que je les prévienne, que ça allait mieux, que ça y est. Et immédiatement, je sais que je vais écrire mon dernier album. Parce que la quête de sens, justement, cette quête de sens, elle prenait fin peut-être par le biais de la musique. Et pour moi, elle était ailleurs. Vraiment, je voulais basculer dans ce monde-là. Et comme je vous disais encore une fois, cette quête, c'était vouloir faire le bien auprès de ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Donc vous rédigez ces engagements de votre nouvelle vie, mais pourquoi choisir de vous voiler, de couvrir tout votre corps? Je sais que c'est une étape que j'aimerais bien franchir. Parce que c'était ça, je savais qu'il fallait que je fasse la prière, que je jeûne. Et le voile, c'est marrant parce qu'on en parle comme une question genre presque centrale ou principale de mon histoire. Alors que pour moi, c'était une étape qui allait sûrement arriver dans ce cheminement spirituel que j'étais en train de mener. Et très vite, finalement, on en a fait l'axe central de ma vie, alors que l'axe central de ma vie, c'était d'avoir la foi, avant tout. Oui, donc, mais le on peut être musulmane et ne pas se voiler. En quoi ça fait partie de votre cheminement? En fait, moi, je fais ce choix qui est personnel, que j'ai pas du tout envie de partager. Déjà, de base, faut pas l'oublier. De base, on m'a imposé d'en parler, puisqu'on m'a imposé de me montrer comme ça devant tout le monde. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prête à le faire. À l'époque, des photos volées, publiées dans Paris Match, vont faire scandale. Vous sortez d'une mosquée, la France entière découvre que l'icône du rap s'est voilée. Comment vivez-vous cette déflagration? C'est pas tant soit peu le fait qu'on le vole, cet instant, puisque j'avais un peu l'habitude d'être tout le temps prise à partie par les paparazzis, etc. Ça faisait partie de ma vie, d'être épiée. Mais ce qui a été dur, c'est qu'ensuite on m'accuse. Voilà, on m'a accusé de m'afficher comme ça, de prôner cela. Que les choses soient claires, moi, j'ai rien prôné, j'ai rien affiché. C'est vous qui avez pris cette photo et qui l'avez placardée partout. Moi, je suis juste allée tranquillement me recueillir dans un lieu de culte, quoi. On assiste à une avalanche de réactions parce que certains voient en vous une femme endoctrinée par son mari. Déjà, c'est des mensonges. Moi, quand je me convertis à l'île Maurice, je suis une femme célibataire qui se convertit seule sur une plage. Je me sens coupable. Mais de quoi, finalement? Coupable d'avoir choisi la vie plutôt que la mort. Coupable d'être vivante, c'est ça? Et si j'avais pris un flingue? Si j'avais vidé la seringue?
Serais-je devenu un héros? Je me pose la question. La question du voile, elle est tellement complexe parce que moi, je voyage beaucoup, si vous voulez. Donc, dans d'autres pays du monde, c'est pas central, d'accord? Quand on parle d'une musulmane, on parle pas que du voile. Et d'ailleurs, je ne suis pas qu'un voile. Je suis une femme. Je suis pas qu'une femme voilée. Je suis une femme. Comme toutes les femmes, j'ai fait ce choix de me couvrir. Mais je ne suis pas, je trouve ça injuste, des fois qu'on demande aux femmes voilées de porter tout ce qui se passe dans le monde. Mais je remercie Dieu de m'avoir mis dans une famille comme la mienne. Parce que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais pu imaginer que ce serait un tel sujet de débat ou de, de conflit même, j'ai l'impression, entre des gens. Chez moi, ma mère, elle n'a jamais eu de problème avec ça. Mon père, il n'a jamais eu de problème avec ça. Je veux dire, c'est un non-sujet chez nous. C'est ça qui est très compliqué. Donc moi, on me demande d'en faire un sujet central de ma vie, alors que de base, c'était un sujet, oui, bien sûr. Je comprends que ça interpelle ma propre mère. Je veux dire, ma propre mère, elle a vu sa fille se couvrir, etc. C'est normal. Et l'interrogation, je peux même la comprendre. Mais on peut discuter, on peut échanger, on peut apprendre à se connaître. Tout d'un coup, non. Non, on peut pas échanger, on peut pas discuter, c'est non. Et ça, c'est vrai que je connais des milliers de femmes qui sont très à l'aise avec ça. Je suis désolée que certaines en souffrent. Mais nous, en tout cas celles qui avons décidé de le porter par conviction, on va dire, spirituelle, on ne vit pas les choses comme peut-être certains peuvent le penser. À l'époque, vous voir voilée choque aussi parce que dans votre rap, il y avait le symbole d'une libération de la femme. Et là, on a l'impression inverse. Encore une fois, c'est des impressions. Parce que la libération de la femme, j'ai jamais, moi, écrit des textes en sentant que je libérais les femmes. Moi, j'ai écrit la vie d'une petite nana à l'époque de banlieue, qui avait ses peines, ses souffrances, ses joies, ses inquiétudes, ses envies, ses rêves. Et c'était finalement peut-être un peu les rêves de plein de nanas de l'époque, etc. Mais à aucun moment, je viens avec un désir de libérer. Encore une fois, c'est toujours des étiquettes, des cases, des impressions, des scénarios. Voilà. Fallait que la seule rappeuse de France, à ce moment-là, elle soit féministe et qu'elle vienne libérer les femmes. En fait, moi, j'ai pas pensé à tout ça. Moi, j'écrivais juste. J'ai toujours été solidaire des femmes qui souffrent, que je sois voilée, pas voilée, que je sois rappeuse, pas rappeuse. J'ai pas eu besoin de ça. Le jour où vous renoncez donc au monde du rap, du showbiz, à la gloire, vous allez en rencontrer un autre de monde. Vous montez le Big Up Project. On va pas reparler ensemble de cette photo volée par Paris Mathieu à 13 ans, cette photo de vous sortant d'une mosquée en 2009, parce que ça a été une telle déflagration, une telle violence, que ce serait inutile. Mais dans le film, il y a quand même cette phrase très forte du producteur Benjamin Ifra qui dit « Ce jour-là, comme elle l'a toujours fait durant sa carrière, Diams, malgré elle, pose une question à la France. » Bon, c'est lui qui le dit, et je comprends ce qu'il a voulu dire. En fait, il dit que moi, comme je pense beaucoup d'artistes ou comme beaucoup de personnalités publiques, malgré nous, on est un thermomètre de la société. C'est-à-dire que, je ne sais pas, aujourd'hui, moi-même qui m'intéresse à ce monde pour mes enfants, je comprends un peu ce que les jeunes ils aiment, etc. Et en fait, les personnalités aimées des jeunes, par exemple, sont des thermomètres de ce que les jeunes aiment, de ce qui les fait vibrer, etc. Et moi, quand effectivement je me fais shooter avec le voile et que on voit ce que ça suscite, parce que vraiment on se rend pas compte aujourd'hui avec du recul, quand justement on a fait Salam, on a eu accès à toutes les archives de l'époque. J'avais même pas réalisé que c'était à ce point. Je pense que j'étais tellement déjà accablée à ce moment-là que je m'en suis pas rendu compte. Mais quand on voit tous les articles qu'il y a eu et surtout la violence et la haine que ça a engendré, effectivement à ce moment-là, le thermomètre il nous indiquait quelque chose qu'on n'avait peut-être pas réalisé, en tout cas pour moi. Le rapport de la France à la religion, le rapport de la France à la célébrité. Pourquoi, quand on se tourne vers la religion, c'est qu'on a forcément pété les plombs, par exemple? Après, mon mari vous dira que c'est l'histoire.
Et qu'il faut que les gens ils se rappellent de l'histoire. Et qu'en fait, finalement, ça a toujours été comme ça. Ça l'était déjà avant, bien avant que le problème soit les musulmans. Déjà, quand je chantais, j'ai pas cherché à être une icône. J'ai pas cherché à être un chef de file. J'ai pas cherché, ça a toujours été malgré moi, les étiquettes qu'on me collait, quand les gens ils disaient « Ah, elle est ainsi, elle est comme ci, elle est comme ça ». Et quand je me voile, cette nouvelle étiquette, entre guillemets, qui arrive, encore une fois, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis venue devant comme ça en disant « Ah tiens, je suis voilée, maintenant… Non, j'avais pas prévu ça. Mais j'ai été surprise, ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais une famille formidable. Et des gens merveilleux autour de moi, parce que moi, j'avais jamais vécu ça chez moi. C'est-à-dire que si j'étais née dans une famille peut-être de gens pour qui ça posait problème, ou qui avaient un problème avec certaines personnes sur la Terre, peut-être que j'aurais compris. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je suis surprise, puisque ma mère, elle a jamais eu de problème avec les femmes voilées et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez encore le thermomètre de la France aujourd'hui. Quand votre amie, par exemple, Vita, qui est très présente dans le film, on comprend qu'elle vous a accompagné aussi, Chante ma France à moi, sur France Inter il y a 2 ans. Quand Amel Bent, Camélia Jordana et Vita reprennent votre morceau Marine sur le disque Soror l'année dernière, quand même, vous vous dites quoi, là? En fait, moi, je me dis toujours que, pour le coup, ça m'appartient plus. C'est-à-dire que vraiment, les gens se sont appropriés ces chansons. Moi, j'ai rien fait pour qu'elles soient toujours là. J'ai rien fait. Vous ne verrez jamais en parler sur mes réseaux ou essayer de les promotionner ou rien. Et c'est là, et c'est comme ça, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est les gens qui les ont transportés dans le temps, je ne sais pas comment on peut dire. Et moi, je suis spectatrice, en fait, de quelque chose qui ne m'appartient plus. Et quand même, cette chanson Marine, elle a 16 ans, et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Il paraît. C'est fou. Comme je vous dis, ça m'appartient plus, elle aurait pu être oubliée. Je suis comme vous. Moi, je suis spectatrice. Dans ce film et dans la vie, on le voit bien, vous vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas de penser, d'observer. Vous dites, mon cerveau, il arrête jamais de tourner, d'essayer de comprendre. Vous vous êtes jamais arrêté? Non. Il y a des gens comme ça qui réfléchissent beaucoup. Il y en a qui réfléchissent moins. Moi, je fais partie de ceux qui réfléchissent tout le temps. Mais c'est pas réfléchir tout seul, c'est ça qui est intéressant, c'est réfléchir avec l'autre, c'est comprendre l'autre. Oui. C'est le grand défi que lance ce film, je crois. Vous savez, sur la religion dont parle le film, ce qui m'a le plus marqué, c'est que vous en parlez toujours au pluriel, par exemple, du fait que toutes les grandes religions sont liées, et que ça, on le sait pas forcément, on le dit pas, on le comprend pas. Je pense à la surprise d'une dame, lorsque votre fille Mariam lui dit « Vous pouvez aussi m'appeler Marie ». Au début, elle comprend pas. Après, ça, c'est mon histoire. Vous vous rendez compte, moi, je m'appelle Mélanie Marie. Ma mère, elle s'appelle Dominique Marie. Mon père, il s'appelle Phivos. Il est grec et il n'est pas du tout musulman. Donc, toute mon histoire, elle est dans le fait d'apprendre à se connaître les uns les autres, d'apprendre à se comprendre et surtout d'apprendre à se respecter. Parce que c'est pas parce que je suis pas comme toi que je suis contre toi. Et ça, c'est quelque chose au sein de ma famille qui est hyper clair. Mon oncle, c'est un grand patron français, avec tout ce que ça implique et tout. On mange ensemble, je suis voilée, et il me respecte. Et on s'aime comme ça. Donc je veux dire, mon film, il est à l'image de ma vie. Ma vie entière, c'est ça. Moi, j'ai vécu au milieu des gens quand je suis partie vivre un peu dans la province française, avec une voisine française qui avait son petit potager, son petit cheval. Et moi, j'étais voilée à côté de chez elle. Et en fait, on s'entendait hyper bien parce qu'on se respectait. C'est intéressant, vous dites on se connaît pas les uns les autres. Pourquoi c'est si difficile de comprendre l'autre, en fait? Parce qu'on n'apprend pas à le connaître, en fait, tout simplement. C'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Après, j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, quand même, elle est peut-être plus ouverte, ou en tout cas plus en alerte, parce qu'il y a d'autres moyens aussi de... J'ai l'impression qu'Internet a fait du monde un village. Donc c'est plus pareil, quoi. Le monde est plus aussi grand qu'avant, c'est tout petit. Je peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde en un clic. Donc j'ai l'impression que cette jeunesse qui arrive, elle est quand même beaucoup plus ouverte. C'est vrai, mais il y a aussi dans le documentaire cette phrase qui revient comme un refrain. On se like, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? Ouais, c'est vraiment une... Pareil, c'est un constat que je fais parce que, comme je vous dis, j'ai des enfants.
Donc je m'intéresse au monde dans lequel ils grandissent et je vois qu'aujourd'hui, exister à travers les réseaux, etc., c'est devenu presque une quête, c'est quelque chose dont on doit parler. Et je me dis, ils se like tous, mais est-ce qu'ils s'aiment? Parce que c'est censé être un j'aime. Mais c'est pas un vrai j'aime. Ouais. Est-ce que c'est un vrai j'aime? Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque où vous avez arrêté la musique, à l'époque de tout ce déchaînement médiatique, les réseaux sociaux, ils n'étaient pas aussi présents. Il y avait la haine quand même, mais elle n'était pas sous cette forme. Ça aurait donné quoi? Bah, à l'époque, la haine, c'était des courriers qui étaient écrits à la main, qui étaient piégés. On avait des courriers piégés, nous. Ils mettaient des lames de rasoir dans les enveloppes pour qu'on se coupe quand on ouvrait l'enveloppe. Non, quand je vois aujourd'hui le déferlement de haine qu'il y a sur les réseaux, bah après, moi, je me sens concernée parce que j'ai vécu ce déferlement moi-même. Donc, je l'ai vécu à une autre échelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent du harcèlement sur Twitter. Moi, j'ai eu un harcèlement médiatique. Je me dis toujours que les gens qui parlent, est-ce qu'ils ont conscience des conséquences que ça peut avoir sur la personne dont ils parlent? Vous devez être très sensible à toutes ces questions, en fait. Ça fait partie des sujets qui me touchent le plus, ouais. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui peut conduire aux maladies psychologiques, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Vous qui avez tenu à disparaître publiquement ces dernières années, quel regard est-ce que vous portez justement sur cette jeunesse qui se filme, qui se montre tout le temps en selfie souvent, qui s'expose sur l'ensemble des réseaux sociaux? C'est le monde d'aujourd'hui. La question, c'est plus comment s'en prémunir, comment faire en sorte que ça ne nous fasse pas de mal. Et j'ai l'impression que ça fait de mal à beaucoup de gens. Donc c'est vrai que la solution, souvent, moi, quand j'ai des amis qui vivent ça, je leur dis, bah, ta solution, c'est de couper. Parce qu'en réalité, si t'es plus là, bah, t'es plus une cible, t'es plus rien. Sauf que les gens veulent quand même exister. Ça veut dire qu'on existerait seulement à travers un écran? Bah, y a des gens, je pense, qui n'existent qu'à travers leurs écrans, aujourd'hui. Mais bon, avant, c'était autre chose. Je suis pas du tout de quelqu'un qui va penser qu'avant, c'était différent. Je pense juste que c'est comme avant, mais avec d'autres moyens. Je veux dire, ma mère, elle vous raconte son enfance, j'ai l'impression qu'elle a vécu des trucs similaires à moi. Sauf que c'était sous une autre forme. Donc voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est comme elle est. C'est la jeunesse de mes enfants. Et moi, j'ai compris que, oui, ma fille, mes fils, eh ben, il faudra qu'ils se prémunissent, parce que c'est très violent. Vous vous sentez plus jeune, vous? Non. Non, je suis pas une jeune, ça c'est sûr. Surtout quand les gens ils vous disent « t'es toute mon enfance bah, », j'ai dit « ah d'accord ». Vous écoutez toujours du rap? Non. Jamais? Non, franchement, je me suis pas désintéressée, mais presque, de tout ça. C'est compliqué parce qu'encore une fois, moi, mon rapport, il est vraiment lié à l'écriture. Moi, c'était vraiment l'écriture, la plume, bien plus que la musique en elle-même. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse, voilà, c'est pas mon centre d'intérêt. Vous le dites dans ce documentaire, j'en ai fini avec Diams. Et pourtant, ce film, vous le signez Mélanie Diams. Oui. Bah parce que j'aurais aimé le signer que Mélanie. Mais tant que je serai pas que Mélanie, pour les gens, bah on leur rappellera quelle Mélanie c'est. Mais peut-être qu'un jour, je serai que Mélanie. Ça voulait dire quoi, Diams? À l'époque, c'était un petit nom que j'avais trouvé, moi, en tant qu'artiste. C'était le diamant? C'était le diamant qui pouvait être brisé que par le diamant. Parce qu'un diamant peut être brisé que par un diamant, c'était la légende et c'était naturel, etc. Mais bon, aujourd'hui, je vois plus ça comme un surnom, en fait, que comme un nom à proprement dit. Je dirais pas que c'est ça qui a donné un sens à ma vie. Ce serait mentir, mais ça a fait partie de cette construction dans l'envie de faire le bien, ouais, et d'être un pont vers le bien. Et c'est vrai, effectivement, que de méditer sur eux, de parler avec eux, de les rencontrer, de comprendre leur histoire, ça me faisait relativiser, moi, ma place. Parce que aussi, j'étais mise tout en haut. À ce moment-là de ma vie, on m'avait mis vraiment sur une estrade, quoi. J'étais très, très haute. Et finalement, je rencontrais des gens qui étaient des héros, à mon sens, qui s'occupaient de ses enfants. J'ai admiré ces gens, je les ai vus en exemple, ouais. Et donc, faire le bien, ça fait partie de mon équilibre. Et donc, être auprès de ses enfants, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, ouais, et qui m'en fait toujours. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui?
Franchement, j'ai une vie de maman. C'est-à-dire que moi, ma vie, elle est autour de mes enfants. Mes enfants qui se lèvent le matin, qui doivent aller à l'école, mes enfants qui rentrent de l'école, les devoirs et l'école, etc., etc. Je suis comme toutes les mamans. Et toute maman vous dira que ça remplit une journée. Et aujourd'hui, oui, effectivement, cette famille, entre guillemets, c'est un peu comme un rêve, même si je sais qu'on peut se construire sans, attention. Je veux dire, j'ai vécu des épreuves, j'ai divorcé dans ma vie. Je dis pas que c'est un tout, mais encore une fois, ça fait partie de cet équilibre, ouais, effectivement. Voilà ce que je me dis. Moi, c'était vraiment par rapport aux gens qui m'aimaient. Je savais qu'ils allaient comme briser l'amour qu'il y avait entre moi et le public. C'est vraiment ça qui m'a fait mal. C'est vraiment en fait de voir en fait les jauges, tu vois, se vider un peu. Parce que c'est ça un peu qui s'est passé. C'est-à-dire que tu vends moins de disques, donc il y a moins de monde dans les concerts. Mais il y a des gens, il y a un groupe qui est là. Et ceux-là, à jamais je leur serai reconnaissante. Et je te jure que j'en veux pas à ceux qui m'aimaient plus à ce moment-là. Il y en a plein qui m'écrivent aujourd'hui, qui me disent « Ouais, je t'en ai voulu d'avoir arrêté. Pour moi, t'étais une traître. Pour moi, t'étais endoctrinée. Pour moi, les gens ont été très, très durs, tu vois. » Et je leur en veux pas. Je les comprends même. Ça change quoi de prendre en charge son propre récit pour soi? En fait, de base, on est venu me demander de partager. C'est-à-dire que c'est pas moi, à la base, c'est pas une initiative de ma personne qui me dit « Ah tiens, j'aimerais bien mettre à l'écran mon histoire ». C'est vraiment jamais parti comme ça. Et puis je pense que, très honnêtement, j'ai aussi pris peur que ces projets ils voient le jour sans moi. Parce qu'encore une fois, ça aurait faussé la mémoire. Et je me suis dit peut-être qu'il est temps que je puisse partager la vérité et puis surtout la beauté de cette histoire, parce que je trouve que c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams et pas le reste. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite, qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après. Pour prendre la parole, il fallait aussi que vous ayez la paix en vous. Le film s'appelle Salam. Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus grande quête de votre vie. Ouais, franchement, je pense que toute personne qui a connu ce que j'ai connu, c'est-à-dire cette prison intérieure qui fait sombrer dans les maladies psychologiques, etc. Je pense que toute personne qui a connu ça, cette espèce de chaos interne, cette espèce de vide abyssal. De guerre, en fait. C'est presque... Non, je dirais même pas une guerre, parce qu'une guerre, il se passe plein de trucs. Quand on est vide et qu'on va pas bien, il se passe justement rien. Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas spécialement à comprendre. C'est justement, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent. On est son propre bourreau. Parce qu'en fait, les questions qui nous harcèlent, elles émanent de soi. Et donc, à qui on va se plaindre de soi-même? Enfin, c'est vraiment une espèce de spirale qui est hyper complexe. Et qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait la paix. Il me manquait cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête pour beaucoup de gens. Apprendre à prendre le temps aussi, tout simplement. La paix, d'avoir trouvé la paix, m'a permis d'apprécier des choses. Oui, effectivement, que j'ai l'impression parfois d'être pas seule à partager, parce que j'ai rencontré des gens comme moi qui partagent les mêmes choses que moi, mais je veux dire, c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être un peu différent. Je veux dire, moi, par exemple, mon amour pour tout ce qui touche à la nature, pour tout ce qui touche à ce qui nous entoure, je sais que des fois, c'est sujet à moquerie. Mais moi, ça me fait sourire, puisque c'est ma paix à moi. Donc, tant pis si les gens... Vous n'avez pas donné d'interview française depuis 7 ans. On vous a presque pas entendu depuis que vous avez arrêté la musique il y a 13 ans. Et vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce documentaire, Salam, qui est en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film, vous le co-réalisez avec Ouda Benyamina et Anne Cissé, mais vous le signez, vous y participez, vous en êtes le sujet, vous prenez la parole. Pourquoi c'était important? Ça fait bien 5-6 ans que régulièrement, on me contacte pour pouvoir mettre à l'image mon histoire. Et on m'a beaucoup demandé de la partager de différentes façons.
Donc les gens venaient avec des idées de biopic, par exemple, donc de films qui seraient joués par quelqu'un sur mon histoire, de fiction. On m'a proposé des séries. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand les gens m'approchaient avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, je sentais quand même que c'était toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était toujours l'histoire qu'en fait, finalement, tout le monde a toujours racontée. C'est voilà, l'histoire d'une jeune rappeuse qui a vendu beaucoup de disques en France, qui a été très connue, et puis qui ensuite a fait une dépression, a été en psychiatrie et s'est convertie à l'islam. Voilà, c'était toujours ce même fil, c'était toujours cette même histoire. Sauf que moi, c'est pas ça. Et je disais, mais moi, en fait, moi, c'est pas ça l'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que cette parole, on vous l'a prise aussi. À un moment donné, on vous l'a volée. L'histoire, elle est mon mari dit souvent, il dit Internet a une mémoire. Et la mémoire d'Internet, c'est pas la bonne mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, mon histoire, c'est pas celle qui est sur Internet. C'est pas celle qu'on voit régulièrement circuler. Les gens qui ont lu mes livres, ils ont déjà beaucoup plus d'informations. Et je pense que ces gens-là, quand ils m'écrivent, ils savent que c'est pas ce que tout le monde raconte. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a été racontée de différentes façons, mais rarement de la bonne façon. Vous parlez de votre public, d'un moment de rupture avec le public, et vous dites que ceux qui vous ont rejeté, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont même cru parfois que vous étiez embrigadé, endoctriné, vous leur en voulez pas. Vous dites même que vous les comprenez. Oui, parce qu'avec le temps et avec le recul, j'ai appris à comprendre l'autre. Et je pense que c'est nécessaire, comme j'ai voulu qu'on me comprenne. Je pense que j'ai eu besoin moi aussi de comprendre les gens. Et c'est vrai que à ce moment-là aussi, la grande difficulté, j'en parle pas spécialement dans le film, c'est que moi, quand je prépare ce dernier album, j'ai vraiment l'envie de faire de grandes choses avec Big Up, mon association. Et donc, je pense vraiment que ça va être fédérateur, qu'on va faire plein de trucs. Et j'imagine pas un instant que le scandale autour de mon voile et de cette photo prise à la sortie de la mosquée va finalement tout chambouler. Photo volée. Photo volée, moment volé, secret volé, parce que c'était un secret, et qui devient ensuite après, limite, comme je dis dans le film, on m'accuse, limite de prôner ça, alors que c'est eux qui ont volé ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites à ce public à travers ce documentaire ? Très honnêtement, je crois que j'ai pensé qu'à eux quand je l'ai fait. J'ai toujours pensé qu'aux gens qui m'ont aimé. C'est le moment où je vais être émue. Mais il faut savoir que ça fait 10 ans que je ne suis pas coupée du monde, contrairement à ce que j'entends parfois. Et j'ai des réseaux. C'est un peu une plateforme d'échange pour moi. C'est-à-dire qu'en surface, je ne suis pas trop là, mais j'ai beaucoup reçu de messages de gens qui, les années passant, parce que c'est marrant, c'est vraiment au fil des années que j'ai senti que quelque chose s'était construit, je suis devenue, je pense, comme quelque chose d'important de leur passé. En fait, je pense que sur le coup, les gens ne le réalisaient pas spécialement. Moi-même, je ne l'ai pas réalisé. Je veux dire, sur le coup, j'étais, je sais pas, une rappeuse parmi tant d'autres. Voilà. Et en fait, c'est 10 ans plus tard, les gens, ils me parlent comme si on s'était connus à un moment de leur vie qui était important, de construction ou de quête, etc. Et donc, c'est hyper touchant les messages que je reçois de jeunes filles qui sont devenues mamans, de jeunes hommes qui travaillent aujourd'hui, qui ont réussi leur vie et qui te racontent que quand ils étaient jeunes, ça n'allait pas du tout. Et qui vous disent quoi aujourd'hui ? Ils me disent merci. Merci. En fait, la plupart des gens, ils me disent merci et ils me disent si t'es heureuse, c'est le plus important. Mélanie, le regard des autres qui a tant compté pour vous, aujourd'hui vous en faites quoi ? Je l'accueille avec joie parce que la plupart des gens sont très gentils avec moi. La vérité, c'est que moi, je reçois beaucoup, beaucoup d'amour. Mais je vis plus à travers le regard des gens. Quand je me lève le matin, c'est pas mon souci. C'est pas mon souci. Moi, ce qui compte, c'est que moi, je sois bien avec moi, avec ma famille, avec les miens. Et donc, ce qui compte, c'est ça. Moi, c'est de préserver, en fait, cette paix. Après, quand je rencontre des gens dehors, j'en parle avec ma fille des fois. Parce qu'elle me dit, oui, les gens, ils viennent nous voir. Puis elle me dit, ils nous coupent la parole, des trucs comme ça. Et puis je lui dis, mais ils nous aiment. Et elle me dit, oui, ils nous aiment. Et je lui dis, tu sais, l'amour, il y a tellement de gens qui rêvent d'être aimés, d'être accompagnés dans leur vie, de ne pas être rejetés, d'être compris. J'ai dit, on peut pas être mécontent de recevoir de l'amour.